Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale consacrée aujourd'hui à la crise ukrainienne. Nous revenons sur le massacre de Boutcha. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, une affaire comme celle de Boutcha était à prévoir. Il fallait seulement trouver le timing et le lieu pour un vieux procédé de guerre qui sonne comme un mauvais refrain ou une sorte de déjà-vu, un refrain qui revient lorsque l'argument vient à manquer et que la morale, même en temps de guerre, cède la place à la vanille humaine. Combien de Boutcha le monde a connu? Combien de massacres a-t-il fallu pour justifier l'injustifiable et incriminer des coupables? Des Boutcha, il y en a eu tellement à travers le monde, cruels, des guerres et des génocides, d'Auschwitz au génocide rwandais, à la guerre en Irak ou encore à Khan Sheikhoun en Syrie. Combien sont-ils à se soucier de leur sort? Les responsables ont-ils été condamnés? Avons-nous assisté à leurs sanctions, que ce soit des Israéliens ou des Américains? Pourquoi aujourd'hui la communauté internationale s'empresse-t-elle à condamner la Russie avant même que la vérité des faits ne soit établie? Nous tenterons d'élucider ces questions avec notre invité Gamel Abina, expert en questions internationales. Il est avec nous par Skype depuis Paris. Monsieur Gamel Abina, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous joindre à nous, d'avoir accepté notre invitation. Donc, pour commencer et rentrer directement dans le vif du sujet, Monsieur Gamel Abina, Boutcha, le massacre, où s'arrête le mensonge, où commence la vérité, ou l'inverse, si vous préférez, Monsieur Gamel Abina? Simplement, merci pour l'invitation pour commencer. Donc, simplement pour dire que nous sommes dans une période de propagande de guerre, une période extrêmement tendue. Alors, il se trouve que la propagande de guerre se fait par Zelensky, il est dans son rôle évidemment, mais surtout, elle est relayée de façon extraordinaire par le monde occidental. Je précise bien uniquement le monde occidental. Le reste du monde ne suit pas cette propagande. Ils ne s'inscrivent pas du tout dans la logique de l'idée selon laquelle les Russes massacreraient, parce qu'on n'a pas de preuves, pas d'enquête, rien n'est fait. Oui, absolument. Ils ne s'inscrivent pas. Voilà, ils ne s'inscrivent pas surtout dans l'idée, ça fait longtemps, et puis c'est une guerre qui a à peu près 40 jours maintenant, les Occidentaux pensaient que ce serait une guerre éclair, ça n'est pas le cas. Les Occidentaux se sont rangés du côté de Zelensky, c'est une chose, mais aussi des néo-nazis qui sont dans le Donbass, ça, on les a oubliés, alors que ces néo-nazis sont très connus par l'Occident, puisque des documentaires ont été produits, même en France, pour dénoncer leurs actions violentes depuis 2014, mais surtout ils ne s'inscrivent pas dans une logique qui est de se dire, évidemment, Zelensky va jouer la carte des grands massacres. Jusqu'à présent, les Russes se sont privés de bombarder massivement les villes. On l'a bien vu, on est très très loin de ce qui s'est passé en Tchétchénie avec Grozny et 30% de la population éliminée. Là, on n'est pas du tout dans cette boucherie, puisque c'était bien une boucherie en Tchétchénie. On est dans une guerre mesurée malgré tout. Alors c'est vrai qu'une guerre reste sale, c'est violent, il y a des morts, il y a des destructions assez importantes, particulièrement sur les infrastructures militaires et de communication qui permettaient aux Ukrainiens de pouvoir résister. Mais en aucun cas, les Russes, et c'est ça qui pose problème, n'ont démontré qu'ils avaient massivement bombardé les villes. Sinon, on sera abreuvé d'images à l'ère des portables et des téléphones qui permettent de filmer instantanément les carnages. On a eu très peu d'images. Ils ont montré un hôpital qui aurait été frappé, semble-t-il, avec une garnison à l'intérieur. Ils nous ont montré des tours de communication. Ils nous ont montré des bâtiments officiels, effectivement, qui ont été frappés. Mais pour la plupart du cas, on a eu très peu de destruction de villes, hein. Ils ont quasiment rien à proposer. Donc, il suffit de voir Kiev. Il n'y a pas une seule destruction à Kiev. Les rares missiles qui ont été détournés ont effectivement explosé à côté d'immeubles d'habitation, ce qui a soufflé les vitres. Mais on n'est pas du tout dans une guerre massive comme ce qu'on a vu à Grozny. Et je rappelle quand même que les Russes ne sont pas légers quand ils frappent. Et là, en l'occurrence, il fallait un massacre, il fallait quelque chose d'énorme pour essayer de faire en sorte que le monde entier puisse se solidariser. Il se trouve aujourd'hui que l'Occident s'est rendu compte que l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud n'a pas voté contre la Russie des sanctions. Donc ça les a inquiétés et ce massacre arrive à point nommé. Maintenant, il faut expliquer les conséquences, du moins le contexte de ce qu'on appelle un massacre. Oui, alors Monsieur Abina, le massacre de Boutcha a suscité quand même des réactions excessives de la part de l'Union européenne, des États-Unis. Comment expliquer ces réactions alors qu'on a très peu vu de ce genre de comportement ou de réaction par le passé lorsqu'il y avait par exemple des exactions contre des populations autres dans les régions du monde que celles ukrainiennes aujourd'hui? Alors d'abord parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est très important. C'est le rapport assez malsain au racisme qui s'est développé de façon massive en Occident. Oui. C'est-à-dire que les Ukrainiens, qu'ils perçoivent comme étant des blonds aux yeux bleus, ce qu'ils ne sont pas,
Rappelons que les Ukrainiens, c'est un agrégat de peuples qui viennent de Roumanie pour partie, de Bulgarie et de Russie. Ce ne sont pas des blonds aux yeux bleus, ce ne sont pas des Aryens, ce sont des Slaves. Donc ça, c'était une tentation qui a été faite par certains Anglais, par exemple, commentateurs anglais, qui ont dit on doit être solidaires parce qu'ils nous ressemblent. Eh bien, pas du tout. Mais surtout, on se rend bien compte que lorsque un pays européen comme la Bosnie est bombardé, ça ne pose aucun problème. Ce sont des musulmans qui sont sous les bombes, donc on n'est pas inquiet. Après, quand les Serbes sont bombardés, ça ne pose aussi aucun problème. Ce sont des Slaves, après tout, ce sont des Russes. Ou du moins, ce sont des gens de peuples dits slaves et de langue d'alphabet cyrillique et surtout des orthodoxes. Donc jusqu'à présent, il n'y avait jamais d'empressement par rapport à ces questions de solidarité soi-disant intra-européenne qui soudain se trouverait une communauté de destin avec les Slaves. Mais là, on se rend bien compte qu'il y a un deux poids deux mesures, vous l'avez souligné. Le premier, c'est quoi? C'est qu'on voit un Européen qui prendrait des bombes, on se dit bah c'est grave parce qu'il nous ressemble. Et par contre, quand c'est un Afghan, un Syrien, un Irakien qui a été bombardé par l'Amérique généreusement, rappelons-le aussi, et surtout la plupart des gens du Sud, d'Afrique en général subsaharienne, immédiatement ça devient non pas des réfugiés de guerre, mais des migrants. Les termes sont intéressants. Ça prouve qu'il y a deux poids deux mesures dans la mesure où, dans un cas, c'est bien d'une guerre que fuient les Ukrainiens, et dans l'autre cas, ce sont des migrants qui viendraient peut-être trouver un refuge pour profiter de l'Occident. Donc c'est vrai que cette façon de gérer le rapport à la guerre quand c'est un pays européen et quand c'est un pays du Sud, n'est pas le même et il y a une vraie connotation raciste évidente. Il suffit de voir la façon dont les Ukrainiens sont accueillis en Europe. On ouvre tout. Les trains sont gratuits, tous les systèmes de réception des écoles sont ouverts sans poser de questions. Il suffit d'être ukrainien. Pire encore, on propose maintenant aux gens qui tiennent des HLM de donner une pièce pour loger des Ukrainiens. Vous imaginez un peu le niveau d'accueil massif qui a été mis en place, ce qui n'a jamais existé pour les autres peuples. Ça, c'est une certitude. Oui. Alors, Monsieur Habina, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, avait démenti toute implication des troupes russes qui se sont retirées le 30 et le 31 mars 2022. Et le maire même de Boutcha l'avait annoncé. Il avait signalé que les troupes russes étaient bien retirées de Boutcha et qu'il n'y avait pas le moindre incident. Que s'est-il passé entre-temps? Alors, il y a deux choses qu'il faut souligner. D'abord, le deux poids deux mesures, on le voit bien dans le traitement de l'information. Là, on est absolument en Occident en propagande de guerre. On a éteint la chaîne russe, la seule chaîne qui aurait pu donner peut-être un avis un petit peu alternatif. Russia Today, avec laquelle je travaillais à l'époque d'ailleurs. Elle a été littéralement censurée, il faut utiliser les termes, mais suspendue, pas éteinte complètement. Oui. Donner encore l'impression que c'est la démocratie qui parle. La responsable de cela est actuellement en Ukraine d'ailleurs, von der Leyen, qui est une Allemande d'ailleurs, et qui se tire une balle dans le pied pour son pays, puisque tout ce qu'elle fait actuellement, c'est des actions très, très offensives contre la Russie, alors qu'il faudrait amener un terrain de négociation et de paix. Et quand vous posez la question de savoir, effectivement, où on en est aujourd'hui par rapport à cette propagande de guerre, c'est bien la question qui se pose aujourd'hui, ben, la réponse, elle est très simple, c'est que l'Europe n'est pas en guerre contre la Russie, mais avec la pression américaine, se pousse à se donner l'impression qu'elle est en guerre. Il y a vraiment un discours guerrier très inquiétant qui a été développé. Et puis surtout, rappelons une chose importante, ce qui est assez grave dans l'histoire, c'est que les Européens voudraient faire des sanctions, ils ne peuvent pas. Contre les Russes en tapant sur d'abord le gaz et le pétrole, mais la Russie, c'est pas que le gaz et le pétrole. Oui. Ils détiennent la plupart des ressources minières, la plupart de la production agricole, c'est 20 ou 30% mondial de la production mondiale agricole. La plupart de tout ce qui est ce qu'on appelle les terres rares, donc des minerais qui sont difficiles à trouver dans le reste du monde. Les Russes possèdent tout, c'est à peu près l'équivalent de la RDC. Donc, ça signifie que la Russie ne peut pas être sanctionnée de cette façon. Et s'il voulait vraiment des sanctions, le premier à réclamer les sanctions, c'est Zelensky. Pourquoi ne coupe-t-il donc pas le gaz russe qui continue à rouler, à courir dans les pipelines et dans les gazoducs? Oui, ça continue à arriver en Ukraine. Ça, il n'y a pas de problème. Il prend son petit pourcentage, il prend sa petite quantité de gaz dont il a besoin, et c'est normal pour la population, mais il demande aux Européens de se couper des gaz russes. Tout cela, c'est juste du verbiage pour donner le sentiment qu'effectivement, il y a un grand agresseur qui est l'unique responsable. Dans une guerre, on n'est jamais unique responsable. Il y a toujours deux responsables. Oui. Alors, qui a un agressé qui a perdu son aviation les premiers jours. Oui. Alors, M. Gamal Habina, je vais juste vous proposer, de même qu'à nos amis téléspectateurs, de revoir la déclaration de Sergueï Lavrov et on continue le débat. Tout de suite, donc, avec la déclaration de Sergueï Lavrov. Nous allons démystifier ces fausses histoires, tout comme nous avons démystifié au début du mois de mars une situation que l'on a essayé de faire passer pour une tragédie dans une maternité de Mariupol. De même que maintenant les forces russes ont quitté la zone de la ville de Boutcha dès le 30 mars dans le cadre d'une reconfiguration de leur présence. Au cours des 3 jours suivants, le maire s'y est exprimé à la télévision, affirmant que la ville retrouvait une vie normale. Les forces ukrainiennes y sont également apparues.
Des rues ont été montrées où il n'y avait pas de corps. Oui. Alors, Monsieur Gamal Abina, vous venez de l'écouter avec nous. Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, parle de fake news, parle d'un montage, parle de scénario. Mais il n'y a pas que ça. On peut dire que c'est tout à fait normal qu'il démente et qu'il fasse donc ce genre de déclaration. De toute façon, rien n'est établi. Il n'y a aucune preuve qui montre que c'est les Russes qui l'ont fait, comme il n'y a aucune preuve aujourd'hui que ce sont les Ukrainiens. Donc, si vous voyez, c'est une véritable guerre médiatique. Mais il y a autre chose que Sergueï Lavrov a proposé. Sergueï Lavrov avait proposé une enquête. Il avait donc convoqué ou demandé qu'il y ait une réunion du Conseil de sécurité en urgence de l'ONU. Il a demandé au Royaume-Uni, qui préside, je précise, la session de ce mois-ci. Alors pourquoi son appel ne trouve pas écho, puisqu'on est tellement soucieux de faire la vérité aujourd'hui? Parce que, comme je l'ai dit à l'instant, on est dans une propagande de guerre. Je vais vous donner un exemple très concret qui va parler. D'abord, les Russes ont quitté, contrairement à ce qu'ils disent dans les médias européens et français, ils n'ont pas été chassés du territoire, ils ont quitté, après négociation sous l'égide des Turcs, le territoire. Donc, Est-ce que vous imaginez, là on parle de cohérence, est-ce qu'on peut imaginer que des gens qui quittent naturellement, tranquillement, sans inquiétude un territoire, vont disperser des centaines de corps dans la rue pour le plaisir de montrer qu'ils sont des barbares? Ça n'est pas possible, ça ne tient pas la route. Ça, c'est déjà la démonstration par A plus B, ça ne tient pas la route. Ensuite et surtout, parce que si le territoire avait été repris par la force, oui, on aurait vu des exactions. C'est pas ce qui s'est passé. Je ne crois pas du tout à ces propagandes de guerre. Comme je n'ai pas cru à Timișoara à l'époque en Roumanie, lorsqu'on voulait faire assassiner Ceausescu, on a dit qu'il avait massacré sa propre population. On s'est rendu compte que c'était des gens qui avaient été sortis de morgue. Mais ça pour dire une chose simplement, c'est que quand Lavrov dit ça, il est dans son bon droit, il a raison. On refusera de l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il faut donner le sentiment que les Russes sont des barbares, que ce sont presque des néo-nazis, c'est un peu les termes qu'utilise Zelensky lorsqu'il dit qu'il y a un génocide, ce qui est complètement ridicule. Rappelons quand même que l'Ukraine, la moitié de la population est russe, donc génocide, c'est un peu fantaisiste. Ensuite, les visées génocidaires ne sont pas établies. Les Russes n'ont pas l'intention d'exterminer une population. Et ça, c'est juste le mot magique pour faire pleurer dans les chaumières. En vérité, il y a une chose qui est réelle, c'est que les Russes ne sont pas des enfants de cœur et ne nous voilons pas la face. Bien qu'aujourd'hui, il y ait une propagande anti-russe violente, les Russes, lorsqu'ils sont intervenus à Beslan à la suite, à l'époque, de cette prise d'otage dans l'école des enfants à Beslan, il y avait donc des Tchétchènes qui avaient pris des enfants en otage, ils ont tué tout le monde, ils n'ont pas hésité une seconde. Donc c'est pas des gens qui ont l'habitude de reculer devant le meurtre, quand il y a des meurtres qui doivent être commis, et on sait très bien que Vladimir Poutine ne recule pas. Mais là, en l'occurrence, ils font tout pour lever le pied et ne pas taper trop fort, et de l'autre côté, on veut tout faire pour les diaboliser. La question est de savoir à qui profite le crime. Est-ce que des Russes qui partent d'un territoire volontairement après négociation vont laisser des corps au vu et au su de tous dans la rue pour montrer qu'ils sont des barbares, parce qu'ils auraient tué des gens en les attachant en plus avec des brassards de personnes qui sont là pacifiquement. C'est difficile d'y croire, et évidemment les enquêtes ne seront pas menées avant la fin de la guerre, parce que aujourd'hui celui qui donne le là, c'est Zelensky, qui est entendu comme un héros, quel héros, et qui continue de nous raconter des histoires sur des massacres de masse. Des histoires qui ne tiennent plus debout. Alors, Monsieur Gamal Abina, ce sont quand même de vieilles techniques de guerre. Je veux dire que cette histoire aujourd'hui de Boutcha n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Ça s'est toujours fait de cette manière. On l'a vu dans la guerre en Syrie, où on avait donc de Kfar Sheikhoun en Syrie, où on avait accusé donc le pouvoir en place, qui était appelé à l'époque de régime, et maintenant par certains pays occidentaux, d'avoir gazé sa population. Et les rebelles donc accusaient les Syriens, le gouvernement accusait les rebelles. Je veux dire, dans ce genre de situation, il est tellement difficile de faire la part des choses, mais dans cette situation ukrainienne, il me semble qu'il y a une petite différence. Il peut y avoir, une lueur de vérité si l'enquête est lancée. Mais dans ce cas-là, qui se chargera de faire l'enquête ? Le problème de l'enquête, c'est qu'il faut des enquêteurs qui sont impartiaux. En l'occurrence, aujourd'hui, le monde est divisé en deux, les pros et les anti-russes. Alors, les pro-russes sont très nombreux, il faut le reconnaître, c'est quasiment 80% de la planète, et les anti-russes sont ceux qui ont voulu placer l'OTAN aux frontières de la Russie. Ils sont très en colère parce qu'ils pensaient grignoter du territoire et ça ne marche pas. Donc, pour qu'une enquête se fasse, il faut qu'elle soit faite par des gens qui conduisent l'enquête de façon très objective et impartiale, qui n'ait pas d'intérêt d'un côté comme de l'autre. Donc ça, c'est compliqué. C'est pas aujourd'hui les personnes qui vont actuellement sous l'égide de Zelensky pouvoir enquêter. Ensuite, on se rappelle d'une histoire, je ne sais pas si vous êtes passionné par la Seconde Guerre mondiale, moi c'est mon cas. À l'époque, on avait accusé les nazis, donc c'est pas les gentils les nazis dans l'histoire, d'avoir massacré
les élites polonaises, 25 000 personnes, je crois, à Katyn, dans une forêt à Katyn en Pologne, en Ukraine. Et ce qui s'est passé, c'est que cette accusation m'a été portée par les Russes eux-mêmes. Et il se trouve qu'après la guerre, on s'est rendu compte, après la chute après la mort de Staline, on s'est rendu compte à la déstalinisation que c'était bien les Russes qui avaient assassiné. Et ils ont su le reconnaître. Mais là, en l'occurrence, c'était la guerre, évidemment, et l'ennemi était clair. Aujourd'hui, ce qui est très étonnant, et c'est là où j'attire votre attention, c'est que les Occidentaux ont tendance à oublier qu'aujourd'hui, on soutient, en dépit de tout, évidemment, le peuple ukrainien qui est victime d'une guerre, et ça, on le condamne, il n'y a pas de problème. Mais on soutient des groupes néo-nazis qui se sont associés au pouvoir. Et ces groupes néo-nazis sont très connus. Hein. On parle évidemment de dizaines de factions très organisées, 3 000 à 4 000 combattants qui bombardent depuis 2014 et qui ont vous allez écouter ça, c'est extraordinaire, j'ai vu ces documents, qui ont des jeunesses néo-nazis qui s'entraînent dans des camps, des jeunesses, des enfants qui ont entre 10 et 15 ans et qui ont des armes factices pour s'entraîner comme s'ils étaient des jeunesses hitlériennes. Donc ça, ce sont des réalités qu'on veut cacher aujourd'hui. Alors évidemment, dans une propagande de guerre surdimensionnée, on cachera cet aspect le plus sale parce que finalement, quand l'Occident soutient Zelensky, il ne soutient pas que Zelensky, il soutient ce qu'il y a de pire en Occident, à savoir le néo-nazi. Oui, alors Gamel Abina, l'Assemblée générale de l'ONU a suspendu la Russie du Conseil de sécurité des droits ou du droit de l'homme avec un vote majoritaire avant même que les responsabilités ne soient établies. D'abord, la question c'est pourquoi cet empressement et pourquoi on s'est empressé de condamner la Russie avant même de savoir qu'elle était, si oui ou non elle est coupable, je veux dire. Alors déjà, il n'y a pas de culpabilité établie parce qu'on est en pleine guerre et que la culpabilité, on les établit après enquête évidemment. Ensuite, l'empressement hallucinant auquel on assiste, effectivement, il dit des choses. On voit que les Américains, par exemple, pour invectiver les Chinois, ils n'y vont pas à moitié parce que Biden est un faiseur de guerre, hein, contrairement à son prédécesseur. Lui, Biden, c'est un assoiffé de guerre. Hein. Depuis qu'il est arrivé aux commandes, c'est des agressions, c'est des attaques, c'est des provocations. C'est quelqu'un de très inquiétant. Lui et Kamala Harris, ce sont deux personnages qui m'inquiètent au plus haut point pour la paix du monde. Mais effectivement, ils s'empressent à condamner, à exclure, à mettre au banc de la société la Russie, et ils incluent aujourd'hui la Chine, parce que qu'est-ce que dit Biden lorsque les Chinois demandent une enquête objective, comme vous faites référence à l'enquête? Eh bien, il dit quoi Biden dit vous êtes du mauvais côté de l'histoire, parce qu'aujourd'hui, dans un monde manichéen où les bons sont les gentils Américains, on a vu qu'ils ont quand même conduit des centaines de guerres depuis la Seconde Guerre mondiale. Et surtout, les méchants sont les ogres russes qui mangeraient leurs enfants. On se retrouve un peu dans la propagande de guerre de 14-18. Eh bien, les Chinois doivent choisir un camp. Et oui, on est dans un système de camps. Sauf que les Chinois ont compris que la propagande de guerre, ils connaissent la musique, ils l'ont subi aussi. Oui. Ils ne vont pas tomber dedans et ils demandent une enquête, effectivement, et un peu de modération de la part américaine, tout de même, qui a des intérêts, elle, très importants dans cette guerre, parce que c'est des vendeurs d'armes, mais pas seulement. Ils ont du gaz et du pétrole de schiste qui coûte cher, et plus le pétrole et le gaz sera haut, plus les Américains seront contents. Oui. Monsieur Gamel Abina, dernièrement, notre émission avait invité, donc les invités qui étaient donc dans cette émission, parlaient de la fiabilité de cette information de Boutcha. Et j'y reviens parce que, attestant qu'il y avait ce qu'on appelle des images satellitaires. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui prendre les images satellitaires comme un argument fiable, comme une preuve fiable, d'autant plus que par le passé, cet argument a été brandi, rappelons-le, dans la guerre irakienne, avec des positionnements où serait prétendu y avoir des armes de destruction massive. Je veux dire, pourquoi aujourd'hui l'Occident s'entête-t-il tellement à évaluer cette thèse que les crimes de Boutcha ont été enregistrés ou commandités par des Russes, au lieu d'aller tout simplement vers une enquête impartiale qui, elle, relèvera ou révélera la vérité? L'enquête impartiale, elle révélerait quoi? Parce que les images satellitaires ne veulent rien dire. Hein. On peut en faire. L'image, on en fait ce qu'on veut. Là, par exemple, M. Zelensky, qui est un professionnel de l'image, hein, on l'a bien compris, c'est un acteur qui a été formé par la télévision et le cinéma. M. Zelensky nous a envoyé, c'était extraordinaire, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir ça, un clip qui montrait Paris bombardé. Parce que M. Zelensky veut faire croire que c'est une sorte de nouvelle agression de l'URSS, donc qui n'existe plus, qui voudrait attaquer l'Occident, ce qui est totalement faux. M. Zelensky fait l'économie de dire que M. Poutine, à l'époque, était prêt à rentrer à l'OTAN, c'est dire à quel point il ne voulait pas être en rupture, mais qu'on a passé son temps à le promener. Et donc aujourd'hui, quand on présente des preuves d'images satellitaires, bon, vous savez, à Hollywood, on fabrique tout. Hein. On vous met un homme sur la Lune comme on vous le met sur Mars, hein, c'est pas un problème. On veut faire croire qu'il y a enfin un massacre, qu'on a enfin tenu quelque chose de solide. Par exemple, aujourd'hui, il parle d'une nouvelle ville
qui serait au nord de Kiev et qui serait elle aussi victime de massacres beaucoup plus graves que ce qui s'est passé, selon eux, à Boutcha. Tout ça, cela vient d'une seule source d'information, celle de Zelensky. Le même Zelensky qui nous annonce, et là ça devient intéressant en termes de mensonges, que les Russes auraient perdu entre 17 et 20 000 hommes. Il y a 40 jours de guerre. Je tiens à comparer, pour comparer, c'est une armée immense, l'armée russe, mais pas seulement. C'est une armée déterminée, qui sont frontaliers de l'Ukraine. On prend les États-Unis, ils ont perdu avec des combattants aguerris qui étaient les Irakiens, des hommes qui ne baissaient pas la garde, qui se battaient jusqu'à la mort. Ils n'ont perdu que 30 000 soldats en 10 ans. 30 000 en 10 ans, ça fait une moyenne de 3 000 par an. Là, en 40 jours, les Russes auraient perdu quasiment la moitié des effectifs américains en Irak. Je n'y crois pas une seconde. On est dans une période où la propagande de guerre est extraordinairement développée, mais moi, ce qui m'inquiète dans l'histoire, c'est que les Occidentaux, comme vous l'avez souligné, font tout pour valider le fait que l'Ukraine est effectivement la victime d'une guerre, ça c'est un fait, mais qu'elle est victime d'une guerre qui est injuste, ça on peut en discuter, mais surtout une guerre qui est barbare. Et ça, c'est largement discutable. Ils ont tellement peu d'images à se mettre sous la main qu'il leur fallait un massacre, fabriqué sans doute, peut-être, on ne sait pas, on le saura plus tard, je ne vais pas l'affirmer, mais sans doute fabriqué parce que les Russes ne sont pas des imbéciles. Ils ne vont pas quitter un territoire tranquillement en badigeonnant le territoire de mort et de viols et de massacres et de meurtres gratuits. Ça ne tient pas la route. Et puis, dernière chose, au nom de quoi une armée tuerait gratuitement des civils pour montrer à quel point elle est méchante. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas un but de guerre, ça n'a aucun intérêt. Quand il y a un but de guerre, on le comprend. Et je vais prendre pour comparaison la Seconde Guerre mondiale, quand les Anglo-Américains bombardent l'Allemagne, 90% des villes allemandes, je parle donc des objectifs civils et non militaires, sont écrasés sous les bombes. 90% des villes allemandes, ça fait entre 2 et 3 millions de morts. Et quand ils arrivent sur le territoire, là, ils s'en donnent à cœur joie. Ils ont violé à peu près 2 millions de femmes allemandes. Ça, c'est des réalités qu'on voudrait mettre sur le dos des Russes aujourd'hui. Eh ben, je suis désolé. La guerre, c'est sale. La guerre, c'est barbare. Mais ça ne justifie en aucun cas des mensonges qui sont liés à ces crimes de guerre supposés. Alors, je crois que le conflit aujourd'hui ou l'offensive contre l'Ukraine a révélé beaucoup de failles du côté européen et elle a révélé également un comportement assez surprenant de la part de beaucoup de pays qui se disent donc démocrates et avec les droits de l'homme. On a vu par exemple qu'il n'y a aucune enquête, que la Russie est d'emblée accusée d'avoir commis ce crime, qu'elle a été donc suspendue du Conseil des droits de l'homme, elle a été suspendue des instances internationales. Alors n'y a-t-il pas comme une impression de vouloir rayer la Russie de tout ce qui est représentation internationale avec ce thème, je dirais, traditionnel de l'Europe occidentale? Tout à fait. Alors, nous avons donc, excusez-moi, il y a du monde qui va rentrer. Oui. Nous avons donc, oui, effectivement, une volonté d'incriminer les Russes. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est là, pour le coup, je vais quand même rendre à 3 jours des élections hommage à Macron, Monsieur Macron, qui a gardé depuis le début de cette crise, il a gardé la communication avec les Russes, n'a pas insulté le président ukrainien, russe, excusez-moi, tout en communiquant avec les Ukrainiens, alors qu'il vient d'être insulté vertement par les Polonais, qui eux, manifestement, ont des comptes à rendre avec les Russes. Et enfin, des comptes à régler plutôt, pas à rendre. Et donc, ce qui se passe, c'est que oui, on est dans des démocraties qui fonctionnent difficilement. On a des représentants qui sont qui sont vraiment dans l'outrance, dans l'insulte. La diplomatie n'existe plus, évidemment, et surtout, ils ne se rendent même pas compte de la folie, parce que les Russes, comme je disais, c'est une grande puissance économique, c'est pas rien en termes de provisionnement, c'est essentiel, la Russie, dans le monde. Ça va avoir des conséquences très lourdes sur le pouvoir d'achat des Européens, puisque quand les Russes, s'ils sont mis de côté, boycottent l'Europe, par exemple, c'est fini pour l'Europe. Et surtout, les Russes ont réfléchi à ce qu'ils allaient faire. Ce ne sont pas des idiots, on veut les présenter comme des fous. C'est toujours pareil. Dès que vous avez un occidental qui se met contre un adversaire, immédiatement, l'adversaire est un fou. Ce qui est quand même un peu fort de café quand on voit la stratégie qui a été adoptée par Poutine, ne serait-ce que pour obliger les Européens à acheter du rouble et donc récupérer facilement et à bon compte la devise, c'est vous dire à quel point ils se sont ridiculisés. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est effectivement des discours outranciers de gens qui sont censés réfléchir, qui sont censés se projeter et qui ne se projettent pas, qui sont poussés comme des pions par les États-Unis à être radicaux, alors qu'in fine, ils seront les grands perdants. Et les Russes ont utilisé un terme très particulier pour ne pas parler de termes insultants, parce qu'ils ne le font pas. Ils ont dit les pays qui ont été donc mal intentionnés vis-à-vis des Russes, les pays qui se sont montrés non pas des ennemis mais inamicaux, vous imaginez que le terme est quand même mesuré, en paieront les conséquences. Et les conséquences, on va les mesurer très rapidement. Oui.
Alors, Monsieur Gamal Abina, pour aller vers notre troisième volet de cette émission, qui est celui donc du Conseil des droits de l'homme, duquel la Russie a été suspendue, nous avons, pour rappel, 93 de voix pour, 24 contre, 58 abstentions, avec une absence remarquée, celle du Maroc. L'Algérie, donc, on va le préciser, en revanche, a voté contre la suspension de la Russie, tout en se disant respectueuse de ses engagements pour les droits de l'homme et exige une enquête impartiale pour le bien de tous. Donc, on va écouter Monsieur Nadir Al-Arbaoui, membre permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, et on revient vers vous, Monsieur Gamal Abina. Tout de suite, donc, Monsieur Nadir Al-Arbaoui. L'Algérie renouvelle son engagement constant des règles et des principes du droit international et des droits humanitaires, en particulier la Déclaration des droits de l'homme, et condamne toutes les violences de ces droits. Ce qui ne fait pas de doute, c'est que les images de certaines villes ukrainiennes sont atroces et les prétendus crimes ont de graves conséquences. Mais il est nécessaire de laisser les mécanismes internationaux spécialisés faire leur enquête sur le terrain de manière impartiale. Alors, Monsieur Gamal Abina, on l'aura vu et on l'a écouté. L'Algérie est donc toujours fidèle à ses positions de principe, c'est-à-dire le respect de l'intégrité territoriale des pays, mais également le respect d'une enquête. Une enquête est donc obligatoire, disons nécessaire, pour établir les faits et la culpabilité des responsables. Alors, on s'est très vite, comment dire, Monsieur Gamal Abina, on s'est très vite, on a été vite en besogne pour sanctionner donc la Russie, parce qu'on la soupçonne d'être coupable de ces exactions de Boutcha. On a vu très peu de sanctions, par exemple pour Israël lorsqu'elle bombardait Gaza au phosphore blanc. On a vu très peu d'empressement lorsque d'autres pays, par exemple comme les États-Unis, bombardaient l'Irak. Alors, c'est un deux poids deux mesures. Je n'ai pas trop employé ce mot, mais hélas, il revient très souvent dans ce conflit ukrainien. Comment expliquer cet empressement avant même que la procédure judiciaire ne prenne son cours? Simplement parce que, effectivement, l'Occident a trahi, je le répète vraiment à dessein, j'ai dit à de nombreuses reprises dans plusieurs médias, l'Occident a trahi Zelensky et l'Ukraine. Ils ont poussé, alors Zelensky n'était pas l'anti-russe à son arrivée au pouvoir, hein. Oui. Ils l'ont poussé à la faute, ils l'ont radicalisé, ils en ont fait un véritable jouet, qui a cru qu'il pouvait compter sur l'OTAN, qui a cru qu'il pouvait compter sur le parapluie naturel que lui offraient les États-Unis, soi-disant, qui a cru qu'il pouvait compter sur l'Union européenne. Et aujourd'hui, dans leur mauvaise conscience, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, c'est les pis-aller, on dira. Ils disent quoi? On va sanctionner la Russie, mais à moitié, pas trop quand même. On a besoin du gaz, du charbon et du pétrole, et puis évidemment des denrées alimentaires. On va sanctionner la Russie, on va la retirer de différentes instances internationales, mais on ne va pas l'exclure totalement. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'enquête. Et c'est bien que l'Algérie rappelle, d'ailleurs, vous avez rappelé que le Maroc n'a pas voté en faveur d'eux, et c'est logique, le Maroc, c'est pas des imbéciles non plus, ils ont un esprit, ils voient bien que le vent tourne à l'Est, que les puissances vont être à l'Est et que l'Occident est en train de décliner en termes d'influence. Et donc, comme le reste de l'Afrique, l'Algérie s'est positionnée de façon objective, on dira. Elle dit simplement, nous ne savons pas si ça a été ou pas fait, mais ce que nous considérons, c'est qu'une enquête doit être conduite et que si effectivement il y a eu des massacres comme c'est dit par les Ukrainiens aujourd'hui et par quelques Occidentaux, je dirais, s'il y a bien eu ces massacres-là, si c'est avéré, même M. Macron a dit à voir, il n'est pas certain, parce que pour l'instant, c'est que d'une partie qui le dit. Eh bien, si ces massacres sont avérés, effectivement, il doit y avoir des sanctions et des poursuites. Mais aujourd'hui, rien ne l'établit. À part des histoires d'écoute téléphonique un peu fumeuses, à part une organisation ukrainienne qui vous donne des informations au compte-gouttes sans sourcer l'information et en dénonçant des chefs de corps d'armée qui seraient à l'origine de ces massacres. Mais pour le moment, il n'y a aucun élément. Et c'est vrai que les Algériens, lorsqu'ils se positionnent là-dessus, ils disent, le droit est rien que le droit. On ne veut pas savoir si les Russes sont gentils ou méchants, c'est par leur propos. Tout comme les Américains ont bombardé de façon barbare pendant 10 ans l'Irak, l'Afghanistan, ils ont rasé la Somalie, enfin c'est quand même là où les Américains sont arrivés, ça a été des massacres de masse incroyables, documentés, vérifiés avec des multiples témoignages, mais jamais la moindre condamnation. Et d'ailleurs, en parlant de condamnation, je tiens quand même à rappeler une chose, le grand crime qui ait été perpétré après la Seconde Guerre mondiale, enfin du moins pour finir la Seconde Guerre mondiale, le plus grand crime contre l'humanité, ça a été les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, 2 bombes atomiques à 3 jours d'intervalle,
dont le but de guerre était de stopper les Russes, c'était ça l'objectif uniquement, et pas d'arrêter la guerre, eh bien, ce crime-là n'a jamais été poursuivi, ni même condamné par qui que ce soit, alors que c'était un crime qui aurait dû être condamné. Les dirigeants américains qui passent leur temps à assassiner des gens ne sont jamais condamnés. Et ça, c'est le deux poids, deux mesures dont vous parliez à l'instant. Alors, Monsieur Gamel Abina, l'histoire nous a toujours démontré que ce genre de procédé a été utilisé justement par les gouvernements en place contre leur population pour avoir un maximum de sympathie ou tout simplement pour atteindre un objectif qui, sur le terrain militairement, n'est pas accessible. Pourquoi aujourd'hui cette communauté internationale semble avoir du mal à comprendre ou fait semblant de ne pas comprendre alors que l'histoire se répète? Alors c'est bien que vous parliez du terme de communauté internationale que je dénie complètement, il n'existe pas. La communauté internationale dont vous parlez, ça s'appelle la France, l'Angleterre, les États-Unis, c'est ça. Donc c'est ceux qui ont... Oui, clairement. Le reste ne compte pas pour eux. Oui. Le reste, c'est le monde. On n'a pas encore demandé l'avis de la Chine, ni celui de l'Inde, ni encore des Africains. Et pour autant, ils sont membres permanents du Conseil de sécurité, mais la communauté internationale, c'est ceux qui donnent la propagande. Et ils ont des moyens de propagande très importants. Évidemment, quand la contre-propagande s'installe, ça leur pose problème. On parle d'Al Jazeera, on parle de RT, Russia Today. Donc effectivement, pourquoi est-ce que ça leur pose problème? Parce que la guerre est perdue sur le territoire. Et que parce que la guerre est perdue, il ne leur reste plus que la propagande pour contrebalancer leur mauvaise conscience. Ils ont poussé l'Ukraine à la radicalité, ils se sont trompés, ils pensaient que les Russes n'iraient pas au terme de ce qu'ils avaient annoncé, parce que les Russes n'ont pas menti, ils ont dit qu'ils iraient s'occuper de cette question-là, ils leur ont menti là aussi, et donc aujourd'hui, pour se donner une bonne conscience, ils se donnent l'impression qu'effectivement, il faut faire la propagande pour dire aux communautés, enfin à leur propre population finalement, qu'ils ont raison et qu'ils sont dans le camp du bien, parce qu'on est encore dans un système, encore une fois, très binaire, très caricatural. Mais ce qui est intéressant à retenir, et ça c'est le plus important à mon sens, c'est de se dire que 52% des Français, c'est un sondage qui est sorti il y a 2 semaines je crois, considéraient que les Russes avaient peut-être raison d'intervenir, qu'ils avaient de bonnes raisons de le faire. Et ça a vraiment inquiété les états-majors, parce qu'en dépit de tout ce qu'on raconte, de dire que les Russes mangent des enfants, enfin, je caricature, hein, mais que les Russes sont les barbares et que les gentils sont les Ukrainiens, eh bien, ça n'a pas fonctionné, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux autorisent à voir autre chose que le simple discours propagandiste qui est commandité par les États, malheureusement. Oui. Alors, pourquoi veut-on aujourd'hui taire toute voix qui serait pro-russe ou pro-négociation ou pro-thèse, la thèse, quand je dis proche plutôt, de la thèse qui a donc été exposée par les Russes, à savoir aller vers des négociations avec des Ukrainiens. Alors pourquoi veut-on taire toutes ces voix pour n'entendre qu'une seule, qui est celle de cette communauté internationale? Pourquoi aujourd'hui, toutes les voix qui disent que pourquoi ne pas ouvrir un dialogue avec les Ukrainiens, mais un dialogue ukraino-russe ou russo-ukrainien seulement, et non pas américain par ricochet, sont passibles soit de mort, soit de condamnation, soit carrément d'exclusion? Simplement parce que la guerre, c'est de l'argent. Hein. On fait pas je dis toujours, je le répéterai systématiquement, on ne fait pas la guerre, sauf pour les guerres décoloniales, on ne fait pas la guerre pour autre chose que pour l'argent. Les Américains ont des intérêts considérables à pouvoir vendre leurs produits, je parle donc de l'industrie militaire américaine, en Europe. Les Allemands viennent d'annoncer qu'ils vont faire un budget de 100 milliards de dollars pour acheter des armes, et je vous donne dans mine, américaines, même pas européennes. C'est-à-dire qu'ils ne font même pas profiter ce budget aux industries européennes. Les Américains ont l'intérêt évidemment sur le gaz et pétrole de schiste. Les Américains ont l'intérêt à ce qu'il y ait une tension, soit de guerre de basse intensité, soit de guerre très loin de leur territoire, qui ne les dérange pas du tout. Hein, finalement, les Américains sont protégés. Ils ont toujours fait la guerre par procuration. Les rares fois où ils ont été impactés, c'était dans la guerre civile américaine. Hein, ça remonte quand même. Et puis après, quand ils sont arrivés plus ou moins à intervenir à la fin des 2 guerres mondiales, la première, la seconde en 44 et en 17. Donc c'est ça les Américains. C'est les gens qui ne se mouillent pas trop, qui profitent beaucoup de la guerre. C'est vérifié. C'est comme ça qu'ils sont une grande puissance. Donc pourquoi est-ce qu'on empêche les personnes qui auraient je sais pas, j'ai envie de dire simplement des gens qui sont de bonne volonté, qui voudraient apporter la paix, qui voudraient arrêter les massacres en Ukraine? Parce que les bombardements tuent des gens, il ne faut pas rêver non plus. Ça ne veut pas dire qu'il y a une intention de massacrer la population, mais il y a quand même des gens qui meurent. Pourquoi? Eh bien, j'ai envie de vous dire, pour répondre à une question que m'avez posée d'ailleurs précédemment dans une autre émission, l'Algérie devrait jouer sa carte, sa partition, et devrait proposer ses bons offices aux Russes. Parce que l'Algérie n'est pas en rupture ni avec les Russes, ni avec les Ukrainiens, et l'Algérie peut être considérée comme à peu près objective. C'est un pays qui a subi aussi la barbarie coloniale, donc les guerres de masse et les massacres continuent. Donc ils sont quand même en mesure de pouvoir proposer une négociation et leurs beaux offices. Ensuite, les Turcs le font. Et l'ironie du sort, c'est que les Turcs, quand même, et c'est pas rien,
membre de l'OTAN, bras armé de l'OTAN depuis 57. Oui, très bien. Les Turcs, depuis 52, excusez-moi, les Turcs ont vendu des drones qui sont extrêmement destructeurs. Les Russes souffrent beaucoup. Je vous demanderai juste d'être bref, Monsieur Abina, pour conclure, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Voilà. Très simplement, les Turcs alors qu'ils ont vendu des armes extrêmement meurtrières contre les Russes, se sont proposés à négocier et à calmer le jeu et à amener un terrain d'entente. Eh bien, là, ces Turcs-là sont très mal vus par le reste de l'Occident parce qu'ils sont en train de casser le jeu des Américains. Oui, donc le risque aussi que l'Algérie, si elle propose ses bons offices, pourrait effectivement être considérée comme étant dans le compte des contres, parce que apparemment c'est une dichotomie politique, je dirais, de laquelle on ne peut y échapper. Monsieur Gamel Abina, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également de nous avoir éclairé de votre lanterne, mesdames et messieurs. Et je rappelle, Monsieur Gamel Abina, que vous étiez avec nous par Skype depuis Paris, que vous êtes expert dans les questions internationales. Mesdames et messieurs, notre émission tire à sa fin. Je vous laisse dans un instant avec le journal de 18h qui vous sera présenté par Fatma Mhenni.